Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission française et francophone de Radio Bandera Nera. Ce soir, le lieutenant Sturm est à la barre, accompagné de PGL. Bonsoir. Et de Jean-Louis Roumegas. Bonsoir. Et nous avons le plaisir de recevoir comme invité Jean-Yves Le Gallou. Jean-Yves Le Gallou, bonsoir. Bonsoir. Pour, principalement, mais pas que, votre dernier ouvrage aux éditions Via Romana. Un ouvrage excellent, dense, polémique, comme toujours. La tyrannie médiatique, sujet de haute actualité, puisqu'il y a encore quelques jours, on a eu une démonstration des collusions perfides à Paris Match, où Mme Trier-Valeur a pris son téléphone pour tancer le responsable de la rédaction, où il y a un peu plus longtemps, 15 jours, 3 semaines, M. Pierre Berger, qui a là aussi mis une fessée au directeur du Monde pour un article un peu critique sur François Mitterrand. C'est dire si pouvoir médiatique, pouvoir financier et pouvoir politique sont liés. Et nous allons en parler ce soir. Mon cher Pascal, comme à l'habitude, et comme nos auditeurs en ont maintenant pris le pli, une petite synthèse biographique sur notre invité. Écoutez, Jean-Yves Le Gallou est un vieux routier de l'intellectualité organique et de l'action politique. Il a fait ses premières classes au groupement de recherche et d'études de la civilisation européenne, ensuite au club L'Horloge, et surtout il a intégré le Front National dans les années 80, où il a été un élu à plusieurs reprises. Il a sorti plusieurs ouvrages à cette époque-là, les Fondations du futur dans le cadre du club L'Horloge, aussi surtout la préférence nationale réponse à l'immigration, qui avait fait déjà parler de lui dans la première moitié des années 80, le défi gaulois en 2000, et puis surtout, il préside aux destinées de la fondation Polymia, donc un think tank, pour reprendre l'afro-terme anglo-saxon, qui a fêté d'ailleurs récemment sa 10e année, son 10e automne, lors d'une réception parisienne. Donc c'est la fondation Polymia, au sein de laquelle... Donc, son 10e printemps. Voilà. C'était printemps, c'était au printemps. Ah, voilà, on a suivi ça en automne. Oui. Restons primavera, comme diraient nos camarades italiens, dans le printemps. Un printemps que nous souhaitons d'ailleurs. Le printemps va venir. Voilà, un printemps après cette longue nuit hölderlinienne que nous vivons. Donc souhaitons un printemps, le printemps de nos peuples, le printemps de notre belle patrie, le printemps de notre grand continent. Alors Jean-Yves Le Gallou, au sein de la Fondation Polymia également, a collaboré à diverses publications, notamment les désormais indispensables et incontournables dictionnaires de novlangue et de réinformation. Et dans ce nouvel ouvrage paru chez Via Romana, en fin de compte, il fait une synthèse de tous les travaux, d'une bonne partie des travaux en tout cas qui ont été publiés dans le cadre de cette fondation. Il faut savoir qu'il y a un travail d'archivage énorme qui a été fait sur le site de la Fondation Polymia, qui a d'ailleurs revu son architecture, je crois. On a renouvelé un petit peu. Oui, parce qu'il faut quand même... il faut le faire régulièrement. Il faut le faire régulièrement, absolument. Donc là, on a affaire à un ouvrage de 380 pages, extrêmement dense, qui, à la fois au niveau conceptuel, au niveau factuel, parce que là on remonte très loin, on fait aussi une généalogie, va examiner sous un angle qui est le nôtre, sous un angle exigeant, donc cette tyrannie médiatique qui se met en place au service des oligarchies transnationales, bien sûr, qui président aujourd'hui aux destinées d'une partie de ce monde globalisé que l'on veut nous vendre, que l'on veut mettre en avant. Donc c'est extrêmement argumenté, c'est un ouvrage vraiment que nous pouvons que conseiller à tous nos auditeurs, c'est à la fois dense et accessible, et surtout, voilà, il y a à la fois une perspective historique et surtout également une approche conceptuelle qui n'est pas négligeable. Là, on voit que Jean-Yves Le Gallou a été à bonne école, nouvelle école, si je puis dire, depuis les années 70. Donc, bien sûr, nous allons lui laisser la parole. Alors, pour déjà un petit peu... Je bois vos paroles. Oh, mais pas trop, attention. C'est un nectar. C'est un nectar. Un nectar, pas d'ambroisie. J'ajouterais même que, effectivement, après la partie conceptuelle, il y a une boîte à outils, une caisse à munitions. Il y a des armes. Non, je crois que c'est ce qui est vraiment intéressant aussi dans l'ouvrage, c'est qu'il y a une possibilité de s'armer contre et de préparer des ripostes et de les féconder. Je pense que ça c'est très important parce que on a beaucoup de livres analytiques, on a peu de livres qui nous expliquent que, comme vous l'avez parfaitement fait, qu'on ne doit pas subir, qu'il est possible de ne pas subir.
qu'il est Non, possible de je crois que riposter. c'est Je pense une que c'est très important aussi. C'est un vecteur métapolitique de première frappe, Voilà. indéniablement, et qui alors, se prête. L'émission est terminée. Bonsoir à mes auditeurs, bonsoir. Parfois, il nous arrive de faire des conclusions comme ça. Alors, moi, je vais vous poser la question classique. Qu'est-ce qui a présidé à l'écriture de cet ouvrage? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'il y a des liens à faire avec cette concentration qu'on voit depuis 2-3 ans vraiment dans la presse d'un certain nombre de groupes financiers qui sont en train de juguler totalement presse écrite et presse télévisée? Ah bah écoutez, je vais vous faire une réponse extrêmement pragmatique. D'abord, effectivement, la Fondation Polymia travaille sur le thème des médias et de la tyrannie médiatique et de la dictature médiatique depuis une dizaine d'années. Donc effectivement, nous avons quand même beaucoup d'analyses, beaucoup de matière. Et il se trouve qu'il y a un peu plus d'un an, Benoît Mancheron, le patron de Via Romana, m'a dit moi j'aimerais bien publier un livre avec vous, il faut qu'on en parle. Et donc on en a parlé, et c'est ainsi que le livre est né. Alors je dis ça parce que moi je suis très attaché à tout ce qui est Internet, et pendant pratiquement les premières années de Polymia, nous n'existions que par le site Internet. Bon, mais il y a des moments où il faut aussi passer à des choses un peu plus matérielles, un peu plus physiques. Et au fond, Mancheron, en me proposant de faire un livre, eh bien, m'a donné l'occasion de réaliser cette synthèse. Bon, j'ai réfléchi un petit peu au sujet qu'on pouvait traiter. J'ai trouvé que ce qui me paraissait central, ce qui est un des éléments principaux de notre réflexion, c'est loin d'être le seul, mais un des éléments principaux de notre réflexion, c'est de s'attaquer à ce qui est aujourd'hui le pouvoir dominant, c'est-à-dire le pouvoir médiatique. Et donc, je lui ai proposé, au fond, d'écrire cette synthèse sur la tyrannie médiatique. Voilà l'origine du livre. Donc, c'est très pragmatique. Ce qui prouve quand même que nous avons besoin de gens intelligents et entreprenants qui vous poussent à travailler d'un certain point de vue. Parce que sinon, au fond, si nous n'en avait pas parlé, je n'aurais pas fait le livre. Et je crois que c'est quand même utile d'avoir ce qui est une synthèse. Bon, il y a des apports nouveaux par rapport à ce qui a été écrit, mais c'est quand même une synthèse globale de travaux antérieurs. Et le fait d'en faire la synthèse, évidemment, ça le donne quand même plus de force. Oui. Parce que je me rappelle que vous avez dit... Excusez-moi. Oui, vas-y. Je me rappelle que vous avez titré ainsi une brochure aussi, la première brochure que vous avez publiée. Absolument. Voilà, qui était absolument. plus conceptuelle, je crois. Mais qui est beaucoup plus... analytique et conceptuelle. D'abord, c'est beaucoup moins... Étoffé, le bien livre sûr. est beaucoup plus riche. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments nouveaux, notamment sur le contrôle des médias par l'argent. La première brochure, elle s'intéressait surtout à la logique technique des médias. C'est-à-dire l'immédiateté, le spectaculaire, l'image. Là, on retrouve effectivement la logique technique des médias qui a son importance, mais on retrouve aussi derrière toutes les logiques de pouvoir, toutes les techniques de manipulation et la manière de s'en sortir. Oui, ma question était, avec cette matière que vous accumulez depuis 10 ans, est-ce qu'il n'a pas été trop difficile de discriminer ? Parce qu'en 380 pages, vous avez quand même été obligé de faire quelques choix épineux. Oui, alors, je rassure quand même les auditeurs, ça fait 380 pages, mais je crois que ça se lit assez facilement. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Il y a de la construction un petit peu théorique, C'est parce vivant, que sinon mais c'est ça n'a vivant, pas c'est d'intérêt. vivant, voilà, Mais il y a voilà. vraiment beaucoup d'exemples, beaucoup de matière. Il est évident qu'il y a une partie, ce n'est qu'une partie, qui est sur les techniques par lesquels les médias imposent l'idéologie dominante dans l'opinion. Et là, évidemment, ça fourmille d'exemples. Ça fourmille d'exemples entre l'omerta, l'occultation des faits, la déformation, et puis le bobard et le bobard. Quoi. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'exemples, mais il n'y a pas que ça, bien Il faut sûr. bien préciser à nos auditeurs que c'est un ouvrage qui n'est jamais aride. Qui est toujours vivant et voilà, qui est sans cesse illustré par des exemples qui sont édifiants et qui sont surtout pertinents. Quoi. Je trouve un des plus beaux exemples, ça avait d'ailleurs fait l'objet d'une distinction de Bobard d'Or l'an dernier, au bénéfice de M. Flimelin, le patron de France 2, c'est l'affaire du feuilleton, enfin pas du feuilleton, du téléfilm sur Toussaint l'ouverture. Voilà. Où il
y a une foule de mensonges historiques. Le plus spectaculaire est le suivant. On présente au début du film l'exécution par noyade du père de Toussaint Louverture, du père esclave de Toussaint Louverture, exécuté soi-disant par noyade. En fait, ce brave homme, esclave, a vécu quasiment 100 ans. Voilà. Mais l'explication de la scène, ça a été justifié par l'auteur du téléfilm, justifié par M. Flimelin, le patron de France 2, c'est qu'il fallait préférer la vraisemblance idéologique à la vérité historique. Et ça, je trouve ça admirable comme formule, parce que ça résume ce qu'on vit en permanence dans tous les sujets. Il y a des choses qui sont vraisemblables idéologiquement, et donc c'est sacré. Par contre, la vérité historique est souvent absolument taboue parce qu'elle s'éloigne des tabous idéologiques. Et ça a été justifié par ça. On est dans la bonne vulgate marxiste. Et le supplément du Monde Télévision avait déclaré, en notant d'ailleurs qu'il y avait un certain nombre d'erreurs historiques, j'en ai cité qu'une, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. On ne montre pas qu'il avait des esclaves, par exemple, c'est bon Toussaint. Voilà, il avait des esclaves. Enfin bon, il y a une foule de mensonges historiques, mais Le Monde l'avait reconnu, Le Monde Télévision, en disant c'est une fiction d'utilité publique. Voilà, c'est-à-dire que le mensonge n'est pas un accident, il est nécessaire pour faire penser les gens comme il faut et modifier la réalité. Il a de fonctions sidérantes et édificatoires. Oui, voilà, des foules, et ça des fonctionne masses. Parfaitement. Ça fonctionne parfaitement. Il y avait eu d'ailleurs à la suite de cette émission un débat. Généralement, traditionnellement, quand il y avait des débats après les fictions, la règle du jeu, c'est de dire, voilà, on a fait la fiction, mais la fiction s'éloigne un peu de la réalité. La réalité, c'est ça. Personne, dans le débat, n'a ramené à la réalité. Il faut dire que dans le débat, il y avait des intellectuels de haut rang. Il y avait M. Liliane Thuram. Donc c'est vous dire, respect. Agrégé de ballon rond. Voilà. Et donc, le simple fait qu'il soit là interdisait psychologiquement de corriger si tant est que quelqu'un en ait eu l'intention, de corriger les mensonges historiques. Voilà. Ou l'intention ou la connaissance d'ailleurs. Parce que... oui. C'est parfois imbriqué, oui. C'est pas mal. Première question, quand j'ai attaqué votre ouvrage, vous faites une rapide revue historique des derniers 20 ou 30 ans en disant qu'il y avait quand même des bribes de presse libre. Comment on pouvait identifier cette presse libre ? On a de jeunes auditeurs qui nous écoutent souvent, qui ne connaissent que ce qui se passe depuis une quinzaine d'années, pour la plupart. Donc, quel était le climat dans les médias il y a encore une trentaine d'années ? Écoutez, moi je vais vous donner une anecdote alors tout à fait personnelle. Pendant très longtemps, j'ai envoyé des tribunes libres au journal Le Monde, et ces tribunes libres étaient publiées. Et j'ai publié des tribunes libres, donc dans les années 60, vous voyez, je pourrais citer d'autres exemples, dans les années 70, 80 et début 90. Et j'en ai publié sur des sujets quand même très sensibles. J'en ai publié sur l'immigration, et j'en ai même publié une, je crois, à l'époque de l'affaire du détail, et qui n'était pas pour charger Jean-Marie Le Pen. Donc vous voyez, des tribunes libres sur des sujets quand même sensibles, et où je disais ce que j'estimais avoir à dire. Avant la loi Fabius Guessio, on pense. C'était avant la loi Fabius Guessio. C'était vraiment un tournant, effectivement. Voilà. Et puis, début 90, j'envoie une tribune qui était d'ailleurs pas spécialement celle-là la plus piquante. Et puis elle n'est pas publiée. Bon, alors j'attends un petit peu. Et puis j'appelle le correspondant ou la correspondante que j'avais au Monde. Et je lui dis alors ma tribune, je crois que c'est une correspondante qui est maintenant conseillère régionale Front de Gauche. Enfin, je pense que c'est une coïncidence. Des coïncidences, pas de mauvais esprit. Voilà. Et donc je l'appelle et je lui dis alors ma tribune, alors je ne sais pas si c'est elle ou son prédécesseur, peu importe. Je lui dis ma tribune, me dit non, ou me dit non. La tribune, nous avons décidé de ne plus publier les tribunes
émanant de ce courant de pensée. Voilà, terminé. Terminé, on ne publie plus. Voilà. Alors ça, c'était pour vous dire qu'il y avait un minimum de liberté, y compris dans la presse. Le Monde a quand même été toujours engagé de travers, hein, mais malgré tout, il y avait quand même la possibilité ça s'appelait des tribunes ou de libres opinions, je ne sais pas, il y a la possibilité de s'exprimer. Pareil pour le Figaro. Hein. Bon, je ne parle pas de la grande époque du Figaro Magazine, bien entendu. Bien sûr, alors le Figaro Magazine, c'est une histoire admirable. Quand c'était un journal de haut niveau, engagé intellectuellement, 850 000 lecteurs. Quand il a été normalisé, bétifié, 250 000 lecteurs, mais davantage de publicité. Oui. Ce qui, évidemment, permet de vivre. Voilà. Le tueur du Figaro Magazine, on le connaît. Le tueur du Figaro Magazine de la grande époque. Après, ça a beaucoup décliné, puis ça a remonté un petit peu. Enfin voilà, on va pas faire des on parle de 79-80. Je parle de la époque 79-80. Voilà. Après, ça a beaucoup décliné, puis ça a un peu remonté. Enfin bon, c'est quand même pas le niveau que ça avait. Le tueur, c'est le patron de Publicis, M. Maurice Lévy, qui a été le patron des patrons français pendant quelques années, jusque l'année dernière ou l'année d'avant. Voilà, on connaît, on sait. Il ne s'en est pas caché d'ailleurs. Parce que l'avantage, quand vous tuez un journal, de ne pas s'en cacher, c'est que ça sert de pédagogie pour les autres. C'est un régime de terreur financière. C'est très tendance Pol Pot. Hein. Voilà, c'est Pol Pot. C'est Pol Pot, l'instrument de Pol Pot étant, c'est du polpotisme modéré, puisque malgré tout, vous risquez la mort sociale, vous ne risquez pas la mort physique. Voilà, ce qui est tout de même un avantage, malgré tout. Et pour cette histoire de tribune libre, à quel levier attribuez-vous cette bascule comme ça, soudaine ? Écoutez, honnêtement, j'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication. C'est vrai. L'ambiance d'époque qui c'est change. Vrai que ça correspond globalement à l'époque du vote de la loi Guesso et à l'époque de Carpentras. D'accord. Un petit peu après. C'est cette époque-là qui a présenté un élément de basculement. D'ailleurs, je le dis parce que c'est un élément historique. Le principal élément de diabolisation du Front National ou de Jean-Marie Le Pen, par exemple, pour faire un point d'histoire, j'allais dire un point de détail de l'histoire, mais non, ça serait vraiment pas convenable. Non, je ne me permettrai pas ça, même chez vous, cher ami, même chez vous. Non. Nous vous permettons pas. Vous ne me le permettez pas. Bon, le véritable élément de diabolisation de Le Pen et du Front National, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, l'affaire du point de détail, c'est la manipulation de Carpentras et le vote dans la foulée de la loi Fabius Guesso. Et d'ailleurs, la preuve que ce n'est pas le détail, c'est que dans les mois qui ont suivi le détail, Jean-Marie Le Pen a trouvé assez facilement, relativement facilement, disons, des centaines de parrainages de maires, y compris des maires de communes qui ont tout de même une certaine signification par rapport à l'histoire de France et par rapport à l'histoire du terroir français, puisqu'il y avait parmi ces maires qu'il avait parrainés à l'époque, le maire de Pommard et le maire de Saint-Émilion, ce qui tout de même prouve qu'il n'était pas si irrespectable que ça, après le détail, mais avant la manipulation de Carpentras. Voilà. Les années 90, c'est quand même l'irruption en France du devoir de mémoire, ce qu'on appelle le devoir de mémoire, qui globalement s'impose vraiment à ce moment-là avec un certain nombre de figures tutélaires. On parle un petit peu d'histoire et j'ai le bénéfice, j'ai le bénéfice ou l'inconvénient d'être le plus ancien parmi vous, mais dans les années 70, où on disait, de toute façon, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on va finir par cesser d'en parler parce que tous les jours, on s'en éloigne. Or, c'est très exactement l'inverse qui s'est passé. Exactement, là, on s'est totalement trompé. Plus on s'en éloigne, plus on en parle, et plus on en parle de manière totalement fantasmagorique, puisqu'il y a de moins en moins de témoins, de gens qui ont vécu les faits réels
Et c'est parfaitement mesurable. Et alors c'est vrai pour la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vrai aussi pour la colonisation, c'est vrai pour l'esclavage, c'est vrai pour un tas d'événements historiques. Oui. Moins il y a de témoins vivants, plus on peut raconter n'importe quoi. C'est plus dur, mais pour la Seconde Guerre mondiale, c'est mesurable. Si nos chers auditeurs ont des maisons, des maisons appartenant à leurs grands-parents, des vieilles maisons familiales, on trouve toujours une vieille revue d'histoire, un vieil Historia Magazine. Et effectivement, on a à l'époque, dans les années 70, des articles qui sont en train de boucler l'analyse Deuxième Guerre mondiale. On est vraiment sorti. Oui. On débat d'autres choses. On va sur le Portugal avec Salazar. On commence à s'intéresser à d'autres choses. Et on voit véritablement... le basculement, si vous voulez, alors ça c'est intéressant. Le basculement, c'est... le film Le Chagrin et la Pitié, qui est projeté sur toutes les télévisions, enfin sur la principale en tout cas, en 1969, et dans la foulée, le lancement de l'affaire Touvier, qui lance le processus de culpabilisation de la France et des institutions françaises à travers à la fois les médias et la justice, et avec l'angle justice média, les juges étant à la remorque des médias juges. Absolument. Absolument. Le juge est à la remorque finit toujours par être à la remorque des médias. Alors justement, c'est un grand problème, alors que le juge devrait être indépendant, au-dessus de la mêlée, prendre du recul. Il est de plus en plus soumis aujourd'hui à la pression médiatique. Et ça, c'est un des problèmes des médias. Et même, c'est une soumission volontaire pour beaucoup d'entre eux. Il y a une recherche de notoriété. Bien sûr. La télévision, la caméra, c'est terrible. Même le micro, c'est terrible. Il y a des gens qui doivent se rouler par terre pour venir parler à votre micro. En tout cas, par mail, il y en a qui vraiment... Moi, peut-être qu'à TF1, mais quand même. Un peu moins qu'à TF1, mais je dois quand même... Je ne citerai pas de nom, mais il y a quand même des gens qui vont même jusqu'à ouvrir des adresses mail lambda pour faire passer un message comme quoi Monsieur Untel aimerait bien passer, je suis un fan de Monsieur Untel, et c'est Monsieur Untel qui écrit directement. Mais... mais vous le voyez, vous-même, vous êtes un instrument de la tyrannie médiatique, insuffisamment puissant, on le regrette, mais quand même. Ça viendra. Bien là, exactement, il faut être patient. Mettre au mot la conquête. Oui, si je permettais, on cherche maintenant. Oui, non, je voulais terminer simplement cette petite parenthèse historique aussi par un autre élément de réflexion concernant ce raidissement, en fin de compte, du pouvoir médiatique et en tout cas de la pensée unique telle qu'elle s'est réalisée au début des années 90. Nous sommes aussi au moment où le mur de Berlin chute, où l'Union soviétique éclate. Et comme le disaient certains commentateurs et analystes, je pense notamment au politologue helvétique Eric Werner, mais maintenant le système occidental n'a plus à donner des gages de démocratie, de liberté d'expression. Il va montrer son véritable visage avec ce nouvel ordre mondial qui se profilait au début des années 90 et cette mondialisation qui était maintenant en germe et qui allait se déployer sur l'ensemble de la planète. Je crois aussi que c'est un élément qui n'est pas négligeable. Absolument. Et si vous voulez, dans la mesure où il y avait le clivage avec l'Union soviétique, entre les communistes et les autres avaient besoin d'alliés, y compris parmi des forces traditionnelles, y compris parmi des forces patriotiques conservatrices. À partir du moment où, entre guillemets, l'ogre soviétique disparaît, eh bien, il n'y a plus besoin de ça. Et c'est vrai que... On n'a pas les cartes. Vous savez, quand le mur de Berlin est tombé, il y a beaucoup de gens qui sont allés sur place. Il n'y avait pas Sarkozy, contrairement à ce qu'il a raconté, mais il y a beaucoup de gens qui sont allés parce qu'il y avait une ferveur, il y avait un enthousiasme. D'un certain point de vue, c'était la reconstruction de l'unité de l'Europe qui avait été divisée. Donc, il y a eu un grand enthousiasme. Et en fait, la douche a été terrible. Car en fait, ce qui s'est produit, c'est un asservissement progressif de nos libertés, qui n'étaient pas parfaites, mais qui étaient infiniment plus grandes que maintenant. Et puis alors, on a eu une deuxième phase, parce qu'au cours des dernières années, il y a eu quand même une épuration de ce qui restait d'espace de liberté, dans les radios ou les télévisions. Zemmour a été marginalisé, Ménard a été purement et simplement éliminé. Ménard n'a plus d'émission. Alors, il s'est reconverti avec, je crois, beaucoup de talent et de courage. Je suis sûr, avec Boulevard Voltaire, mais il n'a plus de tribune dans les médias officiels, dans les médias d'oligarchie dominante. Tadei, qui à la télévision
Il est dans l'observatoire de l'égalité, je crois. Donner quand même un peu d'espace à des penseurs de temps en temps, effectivement. Il avait 4 émissions par semaine. Bon, alors il pouvait donner un peu d'espace à ceux qui passaient autrement. Il n'en a plus qu'une par semaine. Et sur une par semaine, c'est pareil que les autres, ou pratiquement. La liberté est vraiment totalement étouffée. Alors bien entendu, elle s'exprime ailleurs, puisque manque de chance, le grand miracle de ce point de vue, c'est l'arrivée d'Internet. Pour moi, qui est une vie politique ou idéologique quand même assez longue maintenant, pour moi, la seule bonne nouvelle en 40 ans, c'est l'arrivée d'Internet avec tout ce que ça a produit, et ça continue de produire quand même des choses très intéressantes. Et alors que depuis toujours, on annonce qu'il va y avoir des censures. Alors il y a une tentation de censure qui est extrêmement forte, que Madame Najat Belkacem a renouvelée récemment. Il y a une tentation de censure qui est extrêmement forte, mais qui jusqu'ici n'a pas encore fonctionné. Voilà. Alors je ne dis pas que demain ça ne fonctionnera pas, mais qui jusqu'ici globalement n'a pas fonctionné. Pour revenir sur la période précédente, en gros jusqu'aux années 90, l'autre contraste qui me surprend, c'était finalement la faiblesse de l'implication des groupes financiers dans des médias, et en particulier des journaux, qui à l'époque avaient des lecteurs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui. Et donc, qui finalement, le contraste est là aussi très important du point de vue économique. Il est important du point de vue des libertés, de ce qu'il était possible de dire à l'époque, mais c'était aussi le fait que les journaux vivaient par eux-mêmes. En tout cas, les médias arrivaient plus ou moins à vivre par eux-mêmes. Alors, si on prend un média longtemps considéré, et toujours considéré quand même malgré tout comme un média de référence, Le Monde vivait globalement, principalement de l'argent de ses lecteurs, et était contrôlé par ses rédacteurs. Alors, c'était pas parfait. Aujourd'hui, il vit des subventions publiques, de la publicité, et il est contrôlé par la Banque Lazare, avec Pigasse, et par le monde du luxe, et quand même, il faut dire appeler les choses par leur nom, par le lobby homosexuel ou homosexualiste, avec M. Berger. Voilà, c'est ça les gens qui dirigent le monde aujourd'hui. Alors ça a des conséquences, c'est très simple. Le Monde milite, parce qu'on ne peut pas dire autrement, milite pour la loi Taubira et la dénaturation du mariage, et dans le même temps, Le Monde se félicite que la loi de réforme du système bancaire ne change en vérité rien. Voilà. Puisque l'idée, qui est quand même une idée qui avait été imposée aux États-Unis, notamment après la grande crise de 1929, de séparer la banque de dépôt, où vous et moi, on va déposer nos petites économies, et la banque d'affaires, où on fait des opérations spéculatives, qui est une idée raisonnable, qui est une idée sage, eh bien, c'est celle qui était présentée pendant les campagnes électorales. Et la réalité, c'est qu'on sépare les choses de manière fictive, puisque la banque d'affaires devra effectivement être séparée de la banque de dépôt, mais la banque de dépôt pourra être actionnaire à 100% du capital de la banque d'affaires. Donc on va pas. Non, mais c'est extraordinaire. Mais ça permettra d'afficher un bilan. Bien sûr. Il faut dire d'ailleurs que la volonté de réforme, d'aller plus loin, s'est vite arrêtée, puisque les présidents des grandes banques ont appelé le président de la République, et l'affaire s'est réglée très rapidement. Voilà. D'ailleurs, ils s'en amusent. On a entendu un certain nombre de commentaires, évidemment, sous couvert d'anonymat ou de discussions par Internet, où les banquiers disent finalement, c'est moins de 2% de nos activités. Autant dire, voilà, ça n'est rien. C'est une loi cosmétique. Et nous sommes tranquilles. C'est une loi cosmétique. De toute façon, le pouvoir appartient aux grandes puissances financières. Ils le partagent en partie avec les puissances idéologiques de gauche et d'extrême gauche, dans un mélange à la fois de connivence idéologique de fond vers un monde indifférencié, et puis de donnant-donnant. Je te laisse ça, tu me laisses ça. On fait des lois favorables aux banques, on fait des lois favorables à la dénaturation du mariage, et tout le monde s'entend. Voilà. C'est comme ça que fonctionne aujourd'hui le système médiatique, par l'alliance du grand capital et du gauchisme de salle de rédaction. Alors, on peut hiérarchiser ces pouvoirs
qui s'entremêlent finalement. Qui contrôle qui finalement? C'est très si difficile. vous- C'est plutôt de la coopération. Ah oui, je crois, si vous voulez, qu'on ne peut pas dire... Enfin, il ne faut pas avoir une vision pyramidale des choses, où il y en aurait un qui sera au-dessus des autres. C'est un échange... c'est un échange permanent, à la fois, si vous voulez, les deux grands axes. Hein. Vous avez d'un côté l'argent. Bon, l'argent, c'est l'argent du capital, c'est l'argent de la publicité. Hein. Le capital, c'est les grandes banques, Lazare au Monde, Rothschild à Libération, c'est la BNP, ça a été un moment Goldman Sachs, à TF1 via Bouygues, c'est le Qatar, principal actionnaire de la Gardère Active, c'est-à-dire des grandes radios, des télévisions, Paris Match, etc. Le Qatar, c'est-à-dire la pétromonarchie qu'on connaît Encore bien. nos amis les Qataris dont nous avons parlé sur cette onde avec Robert Ménard d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est le capital financier, c'est le luxe. Les Échos, Bernard Arnault, Berger, voilà. Bon. Donc ça, c'est le capital. Ensuite, vous avez les grands annonceurs publicitaires. Les grands annonceurs publicitaires, les principaux annonceurs publicitaires, on retrouve la banque et l'assurance. La banque assurance, pour faire moderne. Oui, bon. On retrouve l'immobilier. D'ailleurs, vous pouvez prendre n'importe quel journal, les hebdos, l'immobilier monte toujours. Et quand il ne monte pas, on vous dit là où il monte, là où il faut faire des bonnes affaires. Toujours, il le monte toujours. Ça, c'est extraordinaire. On a toujours les mêmes couvertures, toujours au les même mêmes moment de l'année. Là, voilà. c'est du recyclage. Voilà. Donc ça, c'est le capital financier. Là, c'est le capital financier et l'argent publicitaire. Il y a la pharmacie aussi. Bon, ce qui est une bonne manière de conditionner les gens aussi, la pharmacie, parce qu'on explique que les biens portants, la politique de santé, la politique de prévention, c'est la formule du docteur Knock. Qu'est-ce qu'un bien portant est un malade qui s'ignore. Et c'est vachement bon pour les laboratoires pharmaceutiques. Bon. Et puis, vous avez le pouvoir des salles de rédaction. Et là, c'est du gauchisme assez basique. On veut plus de frontières, on veut plus de tradition, on veut plus de famille, on veut toujours plus d'immigration, on veut de l'antiracisme, etc. Et tout ça s'entend pourquoi ? D'abord parce que, au fond, la logique de la gauche et de l'extrême gauche, c'est un monde égalitaire et indifférencié. Et la logique du capital et de la publicité, c'est aussi un monde égalitaire et indifférencié. La seule inégalité qu'on accepte dans ces milieux-là, c'est l'inégalité par l'argent. Et toutes les autres, on est pour l'arasement des différences. Et donc, il y a une vraie convergence idéologique qui est assez ancienne, qui est un économisme. Le libéralisme et le marxisme, de ce point de vue-là, se rejoignent sur la base d'un économisme. Donc, il y a une certaine parenté idéologique. Et puis, il y a le donnant-donnant. Tu me donnes ça, je te donne ça, et au fond, tout le monde s'entend. Tu me donnes de bons papiers sur la loi bancaire, je te donne de bons papiers sur le mariage homosexuel. Voilà. Donc il y a aussi des compromis, et puis tout ça est quand même régulé par l'argent. Parce que dans le système traditionnel, on va pas faire... les journalistes n'ont jamais été quand même des pures vierges. Hein. Faut pas le croire. Hein. Mais si vous voulez, dans le système traditionnel, en gros, notamment dans la presse écrite, le journaliste avait un statut qui le protégeait, un peu comme dans la fonction publique. C'est pas bien les statuts, sauf que ça assure une certaine liberté, ce qui est pas mal. Bon, ils avaient un statut, ils avaient des salaires moyens. Ouais. Bon. Aujourd'hui, ça a explosé. Et vous avez d'un côté entre guillemets, des grands journalistes, enfin une élite d'éditocrates. Une élite d'éditocrates extrêmement bien payée. 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros par mois. Il n'ose pas trop parler, notamment lorsque Nicolas Dupont-Aignan, qui fait son... Nicolas Dupont-Aignan a été admirable quand il les a allumés là-dessus, parce qu'ils n'ont pas osé, ce qui est assez intéressant quand Nicolas Dupont-Aignan les a allumés, sur leurs revenus, leur salaire, ils n'ont pas osé les justifier. Ils auraient pu dire, oui, moi, écoutez, je gagne 300 000 euros par mois, ou 500 000 euros par mois. Et j'ai un abattement fiscal. J'ai un abattement fiscal, mais je le mérite. Ils auraient pu dire ça. Ça aurait été assez classe, finalement. Ils se sont terrés, quoi. Ils ont été minables. Voilà. Et donc, il y a ceux qui sont hyper bien payés, et il y a ceux qui sont sous-payés.
qui vont avoir 500 €, 800 € quand ils font une pige. Donc pour vivre, ils ont besoin de plusieurs piges. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre qu'on leur refuse une pige. Donc ils écrivent la pige comme ils devinent que ça plaira à celui qui a commandé la pige. Ce qui n'est quand même pas la garantie de l'indépendance. Donc les uns sont dépendants parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup et que ils ont besoin de la pige supplémentaire. Précarité, flexibilité, etc. Et ceux qui gagnent beaucoup, ils se demandent comment ils vont payer les traites de la Porsche Cayenne si jamais ils perdent leur boulot, quoi. Et voilà. Et donc, on a un système... Alors, c'est assez amusant. Le Nouvel Observateur, grand hebdo de gauche, a quand même des rapports de traitement de 1 à 50 ou de 1 à 100 entre ceux qui sont très mal payés et ceux qui sont très bien payés. Mais les uns et les autres sont dépendants du politiquement correct et du conformisme dominant, parce que c'est ce qui leur permet, pour les uns, de maintenir leur train de vie, pour les autres, de boucler à la marge leur fin de mois. Les éditocrates servant finalement de miroir aux alouettes pour la profession, parce que finalement c'est eux qui font qu'une partie de nos, j'allais dire têtes blondes, de nos têtes, de nos petites têtes, ont envie de s'orienter vers cette profession qui continue d'avoir un prestige absolument incroyable. Cette profession a rejoint un trio ou un quatuor de professions qui, très traditionnellement, depuis un siècle, était celle visée par la grande bourgeoisie. On disait, on peut penser aux médecins, on peut penser aux juges, aux avocats. Voilà, il y avait des positions comme ça, des professions, qui étaient un peu labellisées. Alors que journaliste, il y a 50 ans, c'était l'empêcheur de tourner en rond. Ça n'est pas un métier, mon fils. Oui, absolument. Aujourd'hui, c'est véritablement un epsilon. C'est vraiment quelque chose à atteindre. Surtout si c'est vu à la télé. Voilà. En plus, on en vient là. Pour ne parler que de cet aspect-là. Mais... Oui, mais si vous voulez, l'arrogance et la suffisance, ça ne touche pas seulement ceux qui passent aux 20h de TF1, ça touche aussi le petit journaliste de la presse quotidienne régionale qui se croit investi d'une mission sacrée et à qui on obéit. Il y a eu un incident assez intéressant, pas sur l'affaire de la mosquée de Poitiers, mais il y avait eu une manifestation identitaire à Angers, il y a 2 ans de cela. Et le petit journaliste, il se trouve qu'il y avait dans la salle de manifestation tout à fait bon enfant au conseil municipal d'Angers, il se trouve qu'il y avait dans la salle du conseil municipal ce jour-là un fonctionnaire de la préfecture de catégorie B, donc pas le préfet, je vous rassure. Les journalistes de la presse locale ont obtenu que ce garçon soit poursuivi, condamné, muté, etc. Il ne faut pas que je tape sur la table, mais je suis tellement exaspéré par ce que je dis, parce que c'est le petit journaliste local de, je sais pas, c'est le Maine Libre ou Ouest France qui s'est érigé en commissaire politique et qui a imposé sa vision, quoi. On voit par rapport au formatage qui est celui des écoles de journalisme, on avait vu en fin de compte lors des derniers sondages qui avaient été publiés notamment par la défunte revue de Robert Ménard, où on voyait en fin de compte qu'il y avait il y avait un formatage qui était fait au niveau idéologique. On avait plus de 75% des apprentis journalistes qui votaient à gauche ou à l'extrême gauche. Et Ménard a une bonne formule. Une pensée monolithique, voilà. Ouais. Le journaliste ne distingue pas le vrai du faux, il distingue le bien du mal. Voilà. Il distingue le bien du mal, il y a le camp du bien, et il y a le camp du mal, et à partir de ce moment-là, on sait ce qu'on doit dire, ce qu'on doit cacher, ce qu'on doit promouvoir, ce qu'on doit déformer, etc., etc. Ce qui donne des choses cocasses, parce que je me souviens, c'était quoi, l'année dernière ou il y a 2 ans, lorsque Étienne Moujotte, au Figaro, avait été obligé de taper du poing sur la table face à sa rédaction, en disant que le Figaro, c'était le Figaro, et que donc, s'il n'était pas content, il pouvait aller voir ailleurs, mais parce que finalement, une majorité de la rédaction du Figaro
était en gros sur les mêmes valeurs que n'importe quelle rédaction de journal, que ce soit Le Monde ou Libération. Totalement. Le Figaro, dans sa période sarkozyste, il faisait sa couverture pour Sarkozy, donc c'est un journal de droite, aïe aïe aïe. Mais tout le contenu sur les faits de société, c'est-à-dire l'immigration, la délinquance, etc., tout le contenu est fait par des journalistes de gauche. Le personnage le plus important du Figaro, c'est probablement pas Alexis Brézet, son directeur, qui est plutôt quelqu'un de qualité, notamment intellectuelle. C'est Durand Soufflant, le président du SNJ du Figaro, ancien président de l'association des journalistes judiciaires, qui est un garçon très méritant. Il a obtenu un Bobard d'or. Très méritant. Mais méritant. Durand Soufflant, un Bobard d'or. Je vous dis pourquoi. Vous savez, il y avait eu en 2005 un monsieur qui s'appelait Urvas, qui avait photographié des lampadaires dans une cité de Seine-Saint-Denis. Et il avait été il en est battu à mort, lynché. Et M. Durand Soufflant avait dit, mais c'est scandaleux, c'est une affaire, lors du procès, donc un peu plus tard. Donc c'est scandaleux, l'extrême droite a récupéré l'affaire, alors que les meurtriers sont des Européens. Et alors, dans les meurtriers qui sont des Européens, selon M. Durand Soufflant, il y a un Antillais, un Maghrébin né en Lorraine, un métis de Congolais, et le quatrième est du même tonneau. Mais pour M. Durand Soufflant, ce sont des Européens. C'est un partisan de la Grande Europe. Voilà. Ah oui, la Grande Europe, du cercle polaire à Cape Town. La nostalgie de la colonisation, sûrement, qui s'ignore. Voilà. Et c'est le personnage, ce Durand Soufflant, c'est le personnage le plus important du film. C'est le personnage pivot qui fait le beau temps, finalement. Oui. D'accord. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce que vous décrivez là, c'est finalement qu'il y a toute une hiérarchie administrative dans un journal, mais que les vrais leviers sont finalement les commissaires politiques, comme on pouvait le trouver dans l'armée soviétique de l'époque, qui a eu plus de poids qu'un général. Alors, je crois que le commissaire politique, c'est effectivement très important. On le voit dans des affaires où tous les journaux traitent les choses de manière absolument univoque, sans se poser de questions. Je prends un exemple. Quand il y a eu une affaire, ça a fait aussi un Bobard d'or. J'en profite pour dire que la prochaine cérémonie, c'est mardi 19 mars. Oui. Voilà. De toute façon, on va l'annoncer. Vous allez en parler. On ira, je pense, la couvrir. Quand il y a eu l'affaire de l'ophtalmo dit raciste, voilà. Il n'y a pas un journal qui a pris le soin, donc l'ophtalmo-raciste, c'est un ophtalmo, comme on l'indique, qui a été accusé par un de ses patients arabes de refuser de soigner son enfant. Bon, patient arabe mythomane, parce qu'il avait déjà fait plusieurs accusations du même type. Mais il n'y a pas un journal qui a pris le soin d'appeler l'ophtalmo pour avoir un autre point de vue. Bourdin a passé 20 minutes sur RMC avec l'accusateur, sans avoir pris soin de passer un coup de fil à l'accusé ou au voisin de l'accusé. Voilà. Parce que un journaliste qui vérifierait une information de ce type, il serait suspect. Puisque là, il a une affaire de racisme, donc il doit la monter en épingle. C'est son devoir. Le bien, c'est de monter en épingle. Il est le camp du bien. Son devoir, c'est de monter l'affaire. Et pas de vérifier si elle est exacte. Mais est-ce que ça ne tient pas aussi... Alors, il y a l'aspect idéologique qui est indéniable. Mais est-ce que ça ne tient pas aussi à la façon dont fonctionne finalement la chaîne d'information aujourd'hui en France, qui est en gros une agence de presse qu'on connaît tous, qui est l'AFP, qui finalement alimente quasiment tous les organes de presse, qui finalement n'ont plus réellement... d'enquêteurs à eux, d'enquêteurs entre guillemets, ou de gens finalement qui vivent, qui boivent le lait de l'AFP directement à la source, et qui à un moment, par concurrence économique, en effet ne vont pas prendre la peine de vérifier, parce qu'il finalement faut être les premiers à monter ce genre de choses en épingle pour être plus rapide que le petit camarade qui lui va mettre ça sur Internet. Je crois que vous avez tout à fait raison. Alors sur l'AFP, on apprend dans les écoles de journalistes à ne pas contester ce qui est écrit par l'AFP. Ce qu'écrit l'AFP,
est une vérité. L'AFP avec le choix de son vocabulaire. Le P pour Pravda. Le P pour Pravda. Le choix de son vocabulaire. Il y a eu récemment un incident électoral à Antony. Le candidat du Front National a eu la tête ouverte avec 8 points de suture. Dans l'AFP, ça donne il s'est plaint de maux de tête. Alors, il s'est plaint, donc c'est quand même très subjectif. Les maux de tête, bon, ça peut arriver, voilà. Puis c'est pas prouvable. 8 points de suture, c'est pas tout à fait pareil. Mais l'AFP, c'est la vérité. Alors vous avez tout à fait raison. On l'a encore vu avec l'information récente sur la libération des otages du Cameroun-Nigeria, où il a suffi d'une ligne, les otages ont été libérés pour que tout. Et la manif du mariage pour tous, où à 15h, ils annoncent 180 000 personnes au Champ de Mars quand même. Le jour de cette manifestation, ils annoncent à 15h 180 000 personnes. Et tout le monde reprend à la queue leu. On arrive péniblement à 300 000 en fin de soirée. C'est assez extraordinaire. Mais nous avons notre agence TASS de la grande époque. Alors on ne la conteste pas et vous avez raison. Commercialement, il faut agir tout de suite. Tout de suite, très vite, très vite, très vite, très vite. Et donc là, la logique idéologique et la logique de l'argent se rejoignent. Et un sujet qui ne serait pas idéologiquement correct, on ne peut pas en parler. Donc ce qui fait gagner de l'argent, c'est le sujet sensationnaliste, politiquement correct. Très bien. On va faire une petite pause musicale, mon cher PGL. On parle de tyrannie, on va y rester. Voilà. Avec un morceau intitulé Tyranny for You de nos amis belges de Front de 4-2, de la bonne électro des années 90. Là, je crois que c'est cet album. Début des années 90. Allez, on écoute. Tyranny for You. The sword in my soul, the mark in my heart, her acid rain. The sword in my soul, the mark in my heart, her acid rain. Red Rover, Sam David right over. And that voice that was hers alone still resounds in me. She left me dislocated, disavowed, and twitching. Her rhythm is in my heart.
void. The sore in my soul, the mark in my heart, her acid rain. Her acid rain. De retour dans notre émission après cette pause dynamique et radicale sur le plan musical. Nous revenons à notre sujet, donc avec notre invité Jean-Yves Le Gallou, pour parler de son dernier ouvrage aux éditions Via Romana, La tyrannie médiatique. Alors, on en discutait il y a quelques secondes pendant la pause musicale, on disait effectivement que l'enquête, qui est le cœur du métier de journaliste, a complètement disparu, puisqu'il ne faut pas vérifier ce qui n'est pas autorisé à être remis en cause. Et donc, finalement, le métier de journaliste, tel que je dirais, le peuple pense qu'il devrait être, n'existe plus. En fait, Tintin n'existe plus. Tintin. L'investigation, la recherche, la remise en cause. Le Capital l'a tué et la salle de rédaction l'a tué. Voilà, Tintin n'existe plus, bien sûr. Non, parce que si vous voulez, le journaliste, on lui donne entre guillemets un sujet à traiter. Bon. S'il rend sa copie comme on attend qu'il rende sa copie, c'est rapide. Il fait du copier-coller. Et il risque pas d'ennui. Il y a une forme de paresse là-dedans également. Il y a la paresse. Et comme de toute façon, la pige va être modeste, s'il veut être payé à peu près correctement, il ne faut pas y passer trop de temps. S'il ne veut pas d'ennui, qu'il veut que son papier soit pris, il faut qu'il raconte ce qu'on attend qu'il raconte. Voilà. Bon. Si y a quelqu'un qui aura une attitude différente, d'abord, il va passer du temps. Bon, ensuite, le papier qu'il va faire a moins de chances de paraître. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il sera plus compliqué. Parce qu'il ne va pas être uniquement en noir et blanc, il va mettre un peu de nuance, donc il va être plus compliqué. Donc c'est moins bon commercialement. Et idéologiquement, ça risque d'être dissonant. Donc il va passer beaucoup de temps, et il a beaucoup moins de chances que son papier soit pris et qu'il soit payé. Alors bon, il fera peut-être ça une fois, il fera peut-être ça deux fois, après il arrêtera. Alors il y a une technique de réinformation que nous utilisons, enfin qu'on devrait utiliser, enfin qu'on utilise sur le bulletin de réinformation de Radio Courtoisie, qui consiste à prendre sur un sujet, prendre Google Actualité, regarder tous les articles qu'il y a. Et alors c'est assez marrant parce qu'on voit que tous les articles se recopient les uns les autres, sauf qu'ils se coupent un petit peu. Donc il y a de temps en temps une petite information intéressante qui passe à un endroit, qui ne passe pas à un autre. Et si on crible 50 ou 60 papiers, on peut peut-être trouver 3, 4 ou 5 informations intéressantes qui permettent de recomposer une réinformation différente de l'information dominante. Mais la base, c'est quand même la copie, quoi, voilà. C'est un lieu commun de dire souvent que le journalisme aux États-Unis, par exemple, a gardé de sa fraîcheur, etc. Et que donc, finalement, il y aurait une spécificité française dans ce recopiage. Est-ce que, d'après vous, est-ce que de votre point de vue, c'est vrai? Ou est-ce qu'en effet, c'est simplement du lieu commun répété à satiété? Je peux dire, sur les États-Unis, Fox News n'a pas hésité à présenter des images de violence en Russie filmées devant la Banque de Grèce à Athènes. Donc, oui, c'est vrai que l'alphabet grec et l'alphabet cyrillique, bien sûr, l'alphabet grec, ce qui faisait d'ailleurs l'objet d'un bobard de l'année dernière. Le petit nain Pujada, ça fait le même, me semble-t-il. Aux États-Unis, il y a quand même deux choses peut-être différentes. D'abord, il y a une vraie différence entre les médias progressistes, libéraux, selon la terminologie américaine, et les médias conservateurs, encore que les médias conservateurs sont généralement des médias néo-conservateurs. Oui. Donc ça relativise les choses. Les néo-conservateurs étant quand même des trotskistes plus ou moins bien reconvertis dans un sionisme militant. Bon, donc il y a quand même un peu plus de pluralité, je pense. Et puis, alors il y a tout de même quelque chose qui nous protège tous. Il faut quand même savoir reconnaître les bonnes choses chez les autres.
c'est le premier amendement à la Constitution américaine qui protège la liberté d'expression et qui protège d'un certain point de vue la nôtre, parce qu'il y a quand même les grandes sociétés de l'Internet sont des sociétés américaines, et elles, de ce point de vue-là, le premier amendement à la Constitution américaine nous protège. Voilà. Ah, puis très classiquement, on est plutôt enclin à ouvrir des sites Internet et à les faire héberger aux États-Unis, en Russie, et pas du tout en Europe. Non, en Europe, il y a peut-être la Suède, il y a quand même, je pense qu'il y a quelques pays peut-être intéressants. Il y a l'Islande aussi, je crois. Enfin bon, je ne suis pas spécialiste de la question, mais en tout cas, c'est sûr que la France n'est certainement pas l'endroit idéal. Ah non, c'est loin d'être l'endroit rêvé. Oui, PGL. Alors le fait que la France soit un pays assez idéologique fait que le contrôle par l'idéologie dominante est peut-être plus fort qu'ailleurs. Ça, c'est le côté idéologique qui est une des caractéristiques quand même de l'esprit français, fait que de ce point de vue-là, Du coup, finalement, c'est même pire, parce qu'il n'y a plus d'idéologie. Il y a toujours du contrôle, mais moins d'idéologie ailleurs. Il y a une idéologie unique en France. Quand on dit on est sorti de l'idéologie, on est une ère idéologique, c'est un mensonge absolu. On est dans une idéologie unique. On a des médias uniques qui diffusent une idéologie unique. Et pour en revenir à Internet, dont vous disiez au début que c'était finalement une bouffée d'oxygène inattendue, comment peut-on penser qu'un système qui verrouille si bien les médias n'ait pas vu ou pas su mesurer, je dirais, le caractère rebelle de cet espace ? Parce qu'on l'a bien vu pour les radios libres. Au tout début, elles étaient vraiment libres. Ensuite, elles ont été placées sous un code très précis, suivi d'une loi. Pour Internet, on est toujours, malgré des tentatives répétées, notamment des étudiants juifs de France récemment, pour verrouiller... C'est la principale association de censure, c'est l'Union des étudiants juifs de France, absolument. Ils s'en sont fait une profession. Oui. Malgré cela... c'est vrai qu'on n'attendait pas qu'Internet devienne une forme de contrepoids à ces idéologies uniques, à cette pensée mainstream, comme on dit souvent dans les médias américains. On a quand même effectivement avec Internet des îlots de résistance, des rebelles qui se regroupent, de la pensée dissidente, des écrits. Et les gens arrivent finalement à avoir une deuxième vie sur Internet quand ils ont été ostracisés. Absolument. Oui. Et ça, On parlait de Robert Ménard tout à l'heure. Ménard est un très bon exemple. Je pense aussi à Millet, à Richard Millet qui a été descendu, et j'ai pu vérifier que quasi immédiatement dans les 48 heures, ses ventes explosaient sur les sites Internet sur lesquels ces ouvrages étaient référencés. Donc c'est amusant cette espèce de balance. On voit les classements d'ailleurs de certaines ventes, de Renaud Camus, de Richard Millet, d'Alain Soral. Bon voilà, quoi qu'on pense des autres, c'est vrai que... Vous arrivez à le mesurer ça, Polémia, cet impact d'Internet finalement, cette espèce de contrepoids d'effets inverses des tendances prônées par les médias et par le pouvoir? Oui, ça, je crois qu'il y a un développement, même si vous voulez, alors au-delà de ce qu'on peut voir sur Polémia, nous on mesure la propagation des idées, des mots, et là ça marche de manière virale, donc ça se répand quand même. Si c'est efficace, si ça correspond à un besoin, ça se répand de manière extrêmement rapide. Bon, le mot réinformation, il n'existait pas il y a 6 ans. Oui. Aujourd'hui, il est utilisé, et il n'est pas seulement utilisé, c'est une démarche. On me dit ça, mais je dois regarder pour voir si c'est vraiment ça. Donc c'est une démarche. Au départ, c'est un mot. Un mot qui est mis à un endroit et qui se répand de manière virale. Bon, de même, si vous voulez, si on compare les grandes manifestations, les 2 plus grandes manifestations en France depuis 30 ans, c'est la manifestation pour l'école libre de 1984 et la manifestation du 13 janvier contre la dénaturation du mariage. Sauf qu'en 1984, ce qui assurait la mobilisation, c'était les écoles. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait un relais dans des milliers d'endroits en France et qu'il y avait des millions de gens qui étaient directement concernés puisque ça concernait l'école de leurs enfants. Il n'y a absolument pas ça pour le mariage homosexuel et la dénaturation du mariage. Donc la mobilisation, elle s'est faite comment ? Elle s'est faite par les réseaux Internet. Un exemple précis, il y a eu la pétition, qui ne servira d'ailleurs pas à grand-chose, mais la pétition devant le Conseil économique et social. En 3 semaines, il y a eu 700 000 pétitions signées. Pourquoi ? Parce que les gens, alors là même indépendamment des blogs, les gens s'envoyaient
la pétition. On l'a tous reçu, je Voilà, crois. tout ici, le monde l'a reçu 10 sur- fois, sur 20 le plateau, fois, on l'a tous reçu. l'imprimait sur son imprimante et la renvoyait. Avant, vous imaginez, il fallait passer par la photocopieuse, donner courrier. le tract à la sortie, le courrier, un truc impossible. Donc là la technologie a un rôle. Alors, vous parliez des radios libres. Le problème des radios libres ou des télévisions, au moins jusqu'à l'arrivée d'Internet, c'est que vous avez besoin de canaux hertziens. Donc il faut bien qu'il y ait un régulateur, puisque de toute façon, tout le monde ne peut pas passer Sur la bande. sur la bande. Voilà. Donc il y a un régulateur. Alors on a inventé le CSA, qui est une machine parfaitement totalitaire et dictatoriale, qui est en train de perdre son pouvoir. D'ailleurs, les malheureux, ils s'en désespèrent. Parce que aujourd'hui, vous voulez ouvrir une radio, ouvrir une télévision, vous n'avez pas besoin d'aller demander au CSA. J'imagine que vous n'avez jamais rien demandé au CSA. Non. Voilà, non, vous avez eu tort, ils auraient sûrement refusé. Bon. Zut alors. Ah, C'est zut passé alors, pour toutes zut, les- zut alors. En bon Mais- pirate, mais- nous nous sommes passés oui, toutes les autorisations. Vous pouvez émettre. Oui. Bon, idem pour les télévisions. Il y a un projet de télévision, notre Oui, antenne oui. TV, qui n'a pas besoin de demander l'autorisation au CSA. D'ailleurs, c'est pas la peine de la demander, ils ne l'auraient pas. Mais ils pourront émettre. Alors évidemment, ça ne sera pas TF1 tout de suite, et vous n'êtes pas RTL ni RMC. Mais comme il y a une multitude de petits canaux, ça finit par faire un remue-ménage. Que mille canaux considérable. fleurissent. Hein, Que pour- mille canaux voilà. fleurissent. Voilà, c'est Pour- notre côté maoïste, absolument. Et donc, le début de ma question, c'était comment l'oligarchie a-t-elle pu laisser se développer quelque chose qui finalement peut lui nuire d'une certaine manière? Si vous voulez, elle a toujours cherché à le freiner et elle ne l'a jamais totalement compris. Si vous prenez l'exemple des maisons de disques, ils n'ont absolument pas compris que leur affaire de presser des machins, des CD, tout ça, c'était condamné. Ils n'ont pas compris. Ils ont voulu lutter contre les pirates, enfin tout ça, et n'empêche qu'ils sont en train de mourir, voilà. Oui. Hein, bon. Et donc ils ont mis quand même beaucoup de temps à comprendre. Alors maintenant ils sont, c'est sûr, dans une logique de reprise du contrôle, mais c'est quand même extrêmement difficile. Puis ils ont été saturés. Il faut bien dire une chose. La loi Pleven et la loi Guesso, qui sont des abominations par rapport aux libertés publiques, C'est des confettis sur eh, le net maintenant. elles sont débordées tous les jours, parce que on irait regarder le courrier, enfin les posts, les commentaires, parlons français, les commentaires sur le site du Nouvel Observateur. Moi, je prends les commentaires sur le site du Nouvel Observateur, je vous trouve sans délit au titre de la loi Pleven-Guesso. Le système est saturé. Le système de défense est saturé, et ils n'ont pas encore trouvé la parade, quoi. Il suffit de Alors voir. ils la trouveront peut-être, hein. Notamment, la tentation actuelle, c'est de faire la police par les associations directement aux fournisseurs d'accès à Internet. C'est-à-dire, on dit, là, vous avez, au lieu, on essaie de si on taper la passe tête. par le juge, malgré tout, il protège par la procédure. Voilà. Même si j'ai dit un peu de mal de justice tout à l'heure, la procédure protège parce qu'elle est lente, parce que malgré tout, elle assure la contradiction des points de vue, etc. Là, la tendance, C'est du lobbying c'est direct. l'association qui va dire aux fournisseurs d'accès à Internet, vous me virez ça, quoi. Voilà. Avec Bon, la complicité toujours de la presse qui relaie ces démarches. avec la complicité de la presse. Alors la presse, Association minoritaire. la presse est extrêmement drôle, puisqu'elle dit, moi j'ai vu ça, je crois que c'était Françoise Giroud, paix à son âme, qui a dit, mais c'est terrible Internet, on peut raconter n'importe quoi sur Internet. Oui, vous la Ce citez, qui est pas d'ailleurs. faux, mais dans la presse aussi, on peut raconter n'importe quoi. C'est vrai que sur Internet, il y a des choses fausses qui circulent. Moi personnellement, je ne relaie jamais des choses que j'estime fausses ou douteuses, même si elles peuvent aller dans le sens qui me paraît le bon. Je ne le fais pas parce que je pense qu'il faut garder la crédibilité au système, quoi. Voilà. Ouais, je rajouterais juste Jean-Louis. peut-être un petit point de vue pessimiste, c'est que finalement cette croissance d'Internet s'est aussi produite à un moment où on a observé un désengagement
quand même relativement d'une partie de la société qui est mangée par les valeurs consuméristes et par un certain nombre de choses. Des engagements voilà. citoyens et politiques, on dirait. Oui, voilà, qui fait que finalement une partie quand même de la contestation reste virtuelle, et c'est pas pour rien d'ailleurs que vous commencez généralement l'émission en disant bienvenue dans le réel, parce que on le sait bien, hein, Internet est aussi une façon d'éloigner, de rendre un certain nombre de problématiques très très lointaines pour une bonne partie de la population. Oui, c'est aussi, oui, bien sûr, c'est aussi Il y a toujours des l'expression limites, de la plus grande bien sûr. individualité. Oui. Hein, Facebook et compagnie, c'est tout de même finalement je vous montre que je suis qui je suis, ce que je fais. Et il y a un défaut commun à Internet et aux autres médias, c'est l'immédiateté. C'est vrai. Voilà, faut pas, bien sûr, faut J'ai- pas j'ajouterais, angéliser Internet, bien sûr. Non, j'ajouterais également que cet ouvrage qu'on avait présenté il y a quelques émissions là, aux éditions L'Échappée, Ouais, l'emprise technologique. l'emprise là, de technologique. Cédric Bazzini, ouais. voilà, dont un paragraphe traite de la disparition de la vie privée par Internet. Enfin, en tout cas, de cette confusion vie privée, vie semi-publique sur Internet qui est en fait préjudiciable à bien des points à la personne qui l'utilise. Je pense aux gens qui subtilisent l'identité via Internet, l'identité d'une personne pour s'approprier le nom, le compte en banque, les qualités, et surfer sur les données qui sont sur Internet. Je pense aussi aux officines étatiques pour qui une partie d'Internet est quand même un bon moyen de mettre les fiches à jour, avec la bénédiction d'ailleurs des pratiquants des réseaux sociaux qui mettent tout ce qu'il y a à dire sur eux-mêmes et sur leurs amis. Pour autant, effectivement, on a énormément... En fait, on pourrait presque faire une cartographie d'Internet. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça à Polémia. Sur les coins obscurs et les coins de résistance, les nébuleuses un peu floues, de complotistes ou pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu comme ça sur Internet des zones sur lesquelles il faut aller et d'autres moins. Comment peut-on discerner tout ça? L'expérience, la méfiance, la connaissance. Je pense qu'il faut garder, en fait, je pense qu'il faut garder dans ce domaine-là comme dans l'autre, il faut garder en permanence l'esprit critique. Et je serais tenté de dire que le principal reproche qu'on puisse faire à l'éducation nationale aujourd'hui, c'est d'avoir, pardon si je parle devant des profs. Non, il n'y a pas de profs. Il n'y a pas de profs, il y a des profs aussi. Rassurez, donc tout va bien. Non, je sais pas. C'est d'avoir fait disparaître l'esprit critique. Bon. Non, mais il y a aussi Et ça, ça, c'est très mauvais, parce que l'esprit critique, une fois qu'on l'a, on peut l'appliquer à tous les domaines. Et je crois vraiment que c'est une forme des de faiblesses. liberté. D'ailleurs, vous voyez, j'ai annoncé, mais c'est un projet, je ne sais pas comment on va le développer encore, mais bon, il faut d'abord lancer les idées, après on voit comment elles se développent. J'ai annoncé le projet d'une école de journalisme alternatif, où je crois qu'il faudrait enseigner des techniques de l'écrit, techniques de l'oral, techniques de l'image, et l'esprit critique. Parce que c'est ce qui permet de comprendre le monde. On est dans le modèle grec, là, pas finalement. dans les humanités, voilà. revenir aux humanités. Ah oui, bien sûr. Revenir à un Alors, certain le esprit de problème, mesure. Ouais. Effectivement, de l'esprit critique, c'est que ce qui formait l'esprit critique, c'est ce qui donnait des références de fond, c'est-à-dire l'histoire, les humanités, etc. Et aujourd'hui, honnêtement, la majorité des jeunes qui arrivent sur le marché du travail ou du débat, ils ont été quand même abîmés par la dégradation de l'éducation nationale. Et totalement utilitaristes en plus. Ils ont vraiment des visées très, très directes, argent, notoriété. Bon, voilà. Oui, Jean-Louis. Pour rebondir sur un des autres projets, alors pour le coup là que vous avez lancé, qui est sur Internet, c'est l'Observatoire. Oui. Est-ce que là, ça fait quoi? Ça fait 1 an? Ça fait presque 1 an finalement qu'il a été lancé, 6 mois? L'Observatoire, ça doit faire... ça a dû démarrer en juillet. Hein. Alors l'Observatoire, est-ce que vous en avez déjà c'est ce que je considère une assez belle réussite, parce que c'est une idée que j'ai lancée, qui a ensuite été reprise de manière alors totalement dynamique par son président Claude Cholet, Oui, pour l'OGIM, avec l'Observatoire des journalistes d'information médiatique, qui est, je crois, très bien fait, avec beaucoup d'informations, des portraits de journalistes qui permettent quand même de savoir
qui parle, qui est qui. Des informations aussi sur l'actualité médiatique qui sont tout à fait intéressantes. Je crois que c'est une très belle réussite, oui. Et ça rentre dans la logique. Les médias ne sont pas inattaquables, les médias sont critiquables, et si on veut s'attaquer au pouvoir, il faut s'attaquer au vrai pouvoir, qui est le pouvoir médiatique. C'est un des objets de l'Observatoire des journalistes et de l'information médiatique. Est-ce que vous en avez des échos au niveau de la profession ? Je sais pas, est-ce que ce soit sous la forme de protestations diverses et variées c'est-à-dire, je les vois assez peu, si vous voulez, parce que ma logique n'est pas d'aller leur faire ma cour, donc je les vois assez peu. Vous racontez par exemple dans votre ouvrage votre rencontre avec Abel et Caroline, oui, par exemple, les inénarrables observateurs. Mestre, je lui dis je suis ravi de prendre un café avec un salarié de la banque Lazare. C'est pas Rothschild, il est au monde, c'est Lazare. Bon, ça l'a un peu déstabilisé, et je sais qu'il y a des journalistes qui savent quand même que voilà, je les ai collectivement dans le collimateur. Vous les avez servis en tout cas. Je n'ai pas de... Mais, si vous voulez, évidemment, ce qui peut les déstabiliser, c'est que je nie leur pouvoir. Puisqu'évidemment, je sais bien qu'ils ne vont pas parler de mon bouquin. Mais je le vendrai autrement. Voilà. Et donc, je nie leur pouvoir, si vous voulez. Je pense que le plus déstabilisant, quand ils sont attaqués, c'est que celui qui les attaque ou le groupe qui les attaque nie leur pouvoir. Il ne les craint pas. Hein, voilà. Oui, ça c'est. Vous comprenez ? C'est ça qui est, à mon avis, le plus subversif. Alors justement, on a tracé donc les grands moyens de lutte. Hein. On a parlé de l'esprit critique, on a parlé de la réinformation, on a parlé de l'abrogation des lois de liberticide, des médias alternatifs, donc de l'espace d'Internet comme un espace de liberté aussi sur lequel on peut agir. Il faut développer le PMA. Et alors, pas la PMA, le PMA. Le paysage médiatique alternatif. Alors, justement, vous avez énoncé 12 thèses pour une franchise technologique dans votre ouvrage. Et effectivement, donc cette idée de démocratie médiatique qui est intéressante, et de démocratie directe aussi, comme moyen de lutte, si vous pouvez développer. Écoutez, l'avantage de la démocratie directe, c'est que les gens se prononcent sur des idées, sur des opinions. On l'a vu, alors de manière très concrète, lorsqu'il y a eu le référendum sur la Constitution européenne en 2005, alors que l'immense majorité des hommes politiques, des syndicalistes, des hommes de médias défendaient le oui, le non l'a emporté à la suite d'un débat de très bonne qualité mené sur Internet, notamment par un prof du nom d'Étienne Chouard qui a analysé dans le détail les principes et les règles qu'on voulait nous proposer. Et donc les gens se sont saisis, oui, courageusement, il fallait. Voilà, les gens se sont saisis du dossier. Et à partir du moment où les gens se saisissent du dossier, eh bien, ils arrivent à des conclusions différentes de celles qu'on veut leur faire. On pourrait imaginer un référendum tendu sur la question du mariage gay. Hein. Je crois que sur le mariage. D'ailleurs, si vous voulez, c'est quand même assez amusant parce que les mêmes qui nous sortent des sondages où il y aurait soi-disant 55 ou 60% des Français qui seraient pour, ne sont absolument pas prêts à faire un référendum. Et d'ailleurs, là où il y a des référendums, il n'y a pas de mariage gay, sauf, il faut quand même être objectif, dans deux États américains. Voilà, dans 2 États des États-Unis. Sinon, là où le référendum passe, le mariage gay trépasse. Et il y a un pays où on n'en parle même pas parce que c'est absolument inenvisageable, c'est la Suisse. Parce que la Suisse, alors là... Ça, c'est le rigorisme protestant. Non, pas le rigorisme. Non, la démocratie directe, la culture de la démocratie directe. D'ailleurs, si vous voulez, en France, c'est extraordinaire parce qu'il faut savoir que Sarkozy a fait une réforme de la Constitution qui prévoit théoriquement le référendum d'initiative populaire. Enfin, le référendum... que M. Hollande l'a promis dans sa campagne également. Mais le référendum d'initiative populaire tel que fait par M. Sarkozy, il faut d'abord avoir 200 parlementaires, donc c'est déjà plus totalement populaire. Ensuite, il faut 6 millions de signatures. Ce qui est quand même assez compliqué à réunir. Et comme 2 précautions valent mieux qu'une, on n'a pas pris la loi organique qui permet de dire comment on réunit les signatures. Voilà. Et ça, M. Sarkozy a laissé traîner pendant 2 ans ou 3 ans, et M. Hollande n'a pas l'air très enthousiaste à l'idée de faire avancer les choses. Alors qu'il suffit d'une loi organique, donc pour ça, il a la majorité.
Voilà. Ouais. Mais ils sont terrorisés. Ces gens-là ont peur du peuple. Voilà, c'est ça la vérité. Les oligarques qui nous gouvernent, les représentants français de la superclasse mondiale ont peur du peuple. Et ils ont raison. Le peuple peut voter mal. Le peuple vote mal en Les général. populophobes. Populophobe. Ils Allez, on sont lance ça. populophones, oui, très bien. Made in Populophobe. PGL. Hein, Populophobe, oui. Alors là, c'est un très bon terme. Je m'avais exprès. Les médiagogues sont populophobes. Voilà. Ah, voilà, très bien. Là, ils sont habillés pour le printemps, là. C'est un peu frais. Alors, oui, là, justement, là. cette Ouais. expression que vous avez forgée, médiagogie, qui est excessivement intéressante. Qu'est-ce que vous mettez sous ce vocable? Bah, si vous voulez, l'homme politique aujourd'hui n'est plus un homme d'État qui s'intéresserait à l'intérêt général. Ce n'est plus non plus un démagogue qui flatterait le peuple. C'est un médiagogue, c'est-à-dire quelqu'un qui flatte les médias. Et regardez, par exemple, Madame Kosciusko-Morizet est objectivement la meilleure candidate de l'UMP pour Paris parce qu'elle a été sélectionnée par les médias. Elle a été sélectionnée par la média parce qu'elle a un discours politiquement correct tous les critères. sur le voilà. mariage gay, sur l'immigration, etc. Donc elle est sélectionnée par les médias. Et donc les médias, moi je vous annonce déjà ce qui va se passer pour les élections parisiennes en 2014. Les médias vont monter un match. Les médias dominants vont monter un match. Hidalgo, Hidalgo, Kosciusko-Morizet. alors c'est pareil, alors là, c'est absolument Oui, oui, pareil. on est hein. tranquille C'est là-dessus. deux bonnets de nuit, enfin bref, je vais éviter de tenir Ouais, voilà. des propos qui pourraient passer pour misogynes, donc je ne vais pas les Nous, tenir. on le dit, hein, deux Mais- chiennes de garde. hein. Attention au voilà, débarquement deux des chiennes- fémènes. Deux chiennes de garde du politiquement correct qui vont faire semblant de s'affronter et qui sont d'accord sur Ils peuvent venir, l'essentiel. les femmes, on est dans un Et bunker. les électeurs, pardon. Non, je disais, les femmes peuvent venir ici, on est dans un bunker. Bon. Non, mais effectivement, oui. On a vu aussi d'ailleurs quelque chose d'assez similaire avec la candidature d'Obama à son premier mandat de président des États-Unis, la campagne des médias français pour faire d'Obama le candidat idéal. Finalement, on s'en amusait ici, on disait finalement c'est le candidat de la planète, ce brave C'est le homme. messie cosmoplanétaire, C'est- pour reprendre c'était, aussi une expression. Les médias français étaient obamistes. Et c'est amusant Voilà. parce que on peut aujourd'hui, grâce à Internet, toujours d'ailleurs, aller faire un petit tour sur les médias étrangers et on n'avait pas du tout cette fièvre ailleurs. hein. Non, alors il y a une. Je pense quand même que globalement, les médias de la sphère occidentale fonctionnent un peu tous de Oui. la même manière, mais c'est vrai qu'il y a il y a des choses intéressantes sur la presse britannique, par exemple. Il y a des choses intéressantes dans la presse italienne. Il y a quand Quelques même pays, un peu plus à l'est aussi. Plus à l'est aussi. J'avais lu sur- les recensions de médias tchèques sur les émeutes françaises de 2005, toujours pareil, oui, dans les banlieues, qui étaient un peu plus directes. Ils parlaient d'émeutes raciales, ils parlaient d'émeutes ethniques, religieuses. Enfin, il y avait vraiment des positionnements qui étaient un peu baroques pour les médias. Russe, il n'y a pas si longtemps encore, hein, d'une émission là, Ah, la qui a Russie. été reliée sur Internet. Ben, c'est hein, un pays où la Gay Pride fait 150 mètres, pas plus. Bon, on dira rien là-dessus, mais... Pour Oui. revenir sur la Oui. médiagogie, c'est vrai que c'est devenu tellement une habitude que finalement, la situation actuelle, hein, par exemple dans le traitement de l'information de la guerre au Mali, est relativement surprenant, parce que ce verrouillage, du coup, est apparu scandaleux. Et au niveau de la presse et des journalistes, c'est vrai là, c'est quelque chose auquel ils n'étaient plus Ils n'ont habitués. pas aimé en la fait. guerre sans images. Alors Non, ça, ils c'est n'ont ça. pas Ah aimé bah du non, la tout. guerre sans image, c'est pas bon pour le Ça, commerce. c'est pas rentable, hein. Non. Alors après, je crois que le pouvoir leur a fourni quand même un joli petit cadeau avec ce soldat commando qui avait son foulard à tête de mort, le pauvre homme, qui a été sanctionné d'ailleurs, et qui a eu le malheur de vouloir faire la guerre avec des peintures de guerre un peu agressives vis-à-vis de l'ennemi. Alors là aussi, c'est amusant d'aller voir. C'est un manque de tact Les commentaires, regrettable. les commentaires étaient assez intéressants, notamment sur les grands médias, les commentaires des internautes qui disaient bah oui, on lui met un bonnet rose, ça ira plus vite. Enfin, c'était Un bonnet très de intéressant. Schtroumpf, ouais. pourquoi pas. Ouais, un bonnet de Ouais, voilà, Schtroumpf, quoi. Ah oui, c'était- c'est la guerre bisounours. Exactement. Autre chose que je voulais vous demander sur cet esprit critique que l'on peut développer, vous parliez tout à l'heure d'une myriade en fait de petits points de rébellion. N'y aurait-il pas un intérêt à fédérer, à unifier, à essayer de trouver peut-être une ossature commune à différentes initiatives? Qu'en pensez-vous?
Ou alors l'intérêt, c'est justement d'avoir des crois- petits groupes en escarmouche un peu partout sur la toile. Je crois franchement que la logique de la toile, c'est le petit groupe en escarmouche. Et puis, alors après, il y a des... Bon, évidemment, il y a une espèce de hiérarchie, hein, quand même. Enfin, il y a un réseau, plus exactement, plus qu'une hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de sites sources. Et puis ensuite, il y a des sites agrégateurs. Mais je crois que tout ceci doit se faire de manière assez spontanée. Là, franchement, je ne crois pas au grand ordonnateur central. Donc vous évoquez la figure du partisan en ligne, pour reprendre Oui. Oui, j'aimais bien cette un idée concept Nous sommes qui de- tous de- des partisans voilà. en ligne. de rébellion organique sur Internet contre le système. Hein. C'est assez intéressant. Nous arrivons à l'heure de vos chroniques, mon cher PGL. Je vais donc... Pardon ? Il est l'heure, Il est l'heure, donc je vais donc demander à Jean-Yves Le Gallou de bien vouloir nous faire une petite conclusion sur cet ouvrage qui pourrait aviser nos lecteurs, nos auditeurs et les rendre vos lecteurs. Alors, écoutez, je vais faire une conclusion marchande et mercurienne. Je vais les inciter, c'est pas dans mon style habituel, mais quand même, à écrire le livre, ce qu'ils peuvent faire dans les bonnes librairies, c'est-à-dire pas partout, mais ils peuvent aussi le faire sur Internet, sur le site polémia.com. On le livre gratuitement, non, au prix de 23 €, mais Franco de Port, voilà. Donc, voilà, je les incite à le lire. Je les incite aussi à venir à la Sur votre cérémonie, site, à venir sur notre site polémia.com et à venir à la cérémonie des Bobards d'Or. Alors, dont on peut qui aura donner... lieu le voilà. 19 mars, la date du 19 mars étant elle-même un bobard, puisque certains prétendent que c'est la fin de la guerre d'Algérie, alors que malheureusement, il y a eu beaucoup d'exactions du FLN après cette date. Voilà. Donc, et puis moi, j'incite... Alors, les- on peut voter j'incite pour les bobards, Oui, toujours, on va pouvoir voter comme à l'habitude. à partir de début mars. D'accord. Voilà. Hein, voilà. Quelques modifications de catégorie, je crois, cette Oui. année. Alors, cette année, on va faire on ne sépare pas presse, radio, télévision. On fait des bobards par catégorie, ce qui, dans certains cas, permet de quand même de distinguer quasiment l'ensemble de la presse, quoi, parce qu'il y a D'accord. des cas, alors il y a le bobard calculette, il y a le bobard total, enfin voilà, ça sera un petit peu différent, mais l'esprit reste le même. Corriger les mœurs en riant, voilà, Très bien. qui est une vieille formule classique et latine. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Gallou. Et puis, je pense que nous y serons. Hein. Nous serons au Bobard avec une équipe volante. Hein. Nous y étions l'année dernière. Voilà, pour prendre la température et rire avec vous, parce qu'il y a tout de même beaucoup d'humour dans cette soirée. Mon cher PGL, quelques recensions pour votre chronique habituelle. Tout à fait, mon cher lieutenant. Tout d'abord, la dernière livraison de nos camarades toulousains avec le numéro 57, si je Oui, dis bien, 57, oui. de Rébellion. Je Alors là, confirme. c'est un numéro copieux de 42 pages qui est principalement axé autour d'un dossier d'actualité, d'une actualité brûlante sur le Proche-Orient, la marche vers la guerre totale, réalisée en collaboration avec le journaliste Julien Tail. Donc on a toute une somme d'analyses et d'entretiens, tout stimulant plus les uns que les autres, avec Georges Corm, donc l'essayiste libanais, la mère Agnès Mariam Delacroix, Essar Midani, Mahdi Darius Nazem Roaya et Jean-Michel Vernochet, qui a signé très récemment un petit essai sur l'Iran, la destruction nécessaire de l'Iran aux éditions Xenia, dans leur nouvelle petite collection. Donc un numéro vraiment stimulant, un numéro nécessaire sur justement les enjeux en cours de ces conflits en développement dans ce Proche-Orient que l'on veut remodeler depuis Voilà. les... Une réflexion géopolitique, mais je dirais, entre guillemets, intelligente, c'est-à-dire qui ne se perd pas en discussion sans fin sur les tenants, les aboutissants. Non, puis on a surtout une conjonction de regards Voilà. assez différents, mais qui finissent par se rejoindre pour une analyse assez lucide des événements en cours là-bas. Donc, numéro 47 de Rébellion. 57. 57 de Rébellion, le bimestriel de l'Organisation socialiste révolutionnaire européenne de nos amis toulousains. Ensuite, une initiative sympathique et intéressante des toutes jeunes éditions Astrée. Il s'agit de la réédition de manuel de guérilla dont j'ignorais totalement l'existence. Non, non. Si, ça va. Vous Mais oui, Impossible. Donc c'est un essai sur la guerre des partisans qui a été rédigé par Denis Davidoff.
C'est un officier de hussards, ce ne sont pas des cigares. Donc, qui a été, en fin de compte, un colonel de hussards et qui avait obtenu, durant la campagne de Russie de 1812, vous savez qu'on a beaucoup parlé de 1812 dans les dernières, bien sûr la commémoration de la campagne de Russie, mais aussi l'émission la guerre anglo-américaine, récemment sur les ondes Méridien Zéro. Donc là, il s'agit d'un essai qui est sorti dans la première moitié du XIXe siècle et qui est tout à fait stimulant, sur à la fois les techniques de guérilla, de guerre de partisans. Il y a une rétrospective historique. Ensuite, bien sûr, on reprend des exemples de vécu de la part de Denis Davidoff. Donc, c'est une belle réédition avec une longue présentation de l'éditeur, avec des cartes extraites de l'édition russe originale. Donc, c'est un ouvrage vraiment stimulant de polémologie et sur une forme de guerre, de la petite guerre, qui est plus que jamais d'actualité. On le voit au Mali et ailleurs, sur d'autres théâtres d'opération. Là, très, très pratiquement, il y a des choses qui vous semblent encore opérationnelles. Exactement. Je crois que c'est ce décès qui en rejoint d'autres, des manuels de guérilla opérative ou autres, et ce n'est pas uniquement de la pure érudition. Donc, c'est un ouvrage qui est vendu pour la modique somme de 16 €, donc édité par les toutes jeunes éditions Astrée, et qui, je pense, mérite d'être soutenu. D'accord. Chez Astrée, il y a d'autres titres ou... Non, je crois que c'est le premier titre. D'accord. De ce jeune éditeur. Jean-Louis. Voilà. Oui, ce qu'il faut, c'est qu'il ait échappé à notre ami Laurent Chang et au Polémarque. Voilà, c'est ce que je me disais. Je pense que. Comment est-ce possible c'est ce que je me disais. C'est vrai que c'est un ouvrage que Laurent Chang aussi aurait pu rééditer. C'était dans la logique, en tout cas, de son programme éditorial. Alors, je voudrais terminer ces chroniques avec 2 films que j'ai vus récemment, qui ne sont pas encore sortis en DVD chez nous, mais que l'on peut trouver sur la toile, on va le dire ça pudiquement. Tout d'abord, il s'agit d'un remake d'un film qui nous avait marqué, mon cher lieutenant, dans la première moitié des années 80, L'Aube rouge de John Milius, grand réalisateur de Conan le Barbare. Donc là, il s'agissait d'une vision un peu fantasmée de l'invasion soviétique et cubaine d'une petite ville paumée du Middle West américain. Mais au-delà du côté anecdotique et un petit peu marrant de ce cas de figure, très guerre froide, c'était un film aussi qui surtout montrait en quelque sorte le parcours initiatique, le cheminement initiatique de jeunes étudiants qui devenaient des guerriers des américains dorlotés. Voilà, mais il y avait la griffe certaine de John Milius. Ouais. Bon, là, il s'agit d'une réactualisation d'un milieu plus urbain avec l'acteur Chris Hemsworth qui jouait le rôle de Thor dans le film de Kenneth Branagh. Et cette fois-ci, l'ennemi est clairement désigné. On a officiellement des soldats nord-coréens qui portent des tenues camouflées, le modèle actuel de l'armée chinoise, avec présence quand même d'officiers russes, notamment des forces spéciales, avec, on cite un mot à peine couvert, donc dans un contexte de crise économique, d'éclatement de l'abus spéculatif et des bouleversements géopolitiques, on cite l'organisation du traité de Shanghai, qui est clairement visée. Donc là aussi, dans le cadre du cinéma américain de sécurité nationale, on est, comme on le voit aussi dans les jeux vidéo, dans les FPS, dans les jeux... Alors, le titre de ce film, c'est Red Dawn, on a le titre en anglais. Donc, c'est un film qui se regarde, mais qui est surtout le reflet, en quelque sorte, des tendances du moment, à désigner le méchant de l'histoire. Donc, des Nord-Coréens qui ressemblent beaucoup à des Chinois et qui sont épaulés par des Russes qui traînent par là, avec leur casquette démesurée et leur béret bleu de parachutistes Spetsnaz. Deuxième film, plus sérieusement, qui m'a profondément marqué et touché récemment, c'est un film qui s'intitule en anglais Into the White. C'est un film norvégien du réalisateur Peter Ness, qui porte le même nom que le philosophe norvégien du même nom qui est mort il y a quelque temps. C'est un film qui est inspiré de faits réels et qui raconte comment 3 aviateurs allemands de la Luftwaffe et 2 aviateurs britanniques des Royal Marines vont survivre au début des années 40 pendant la campagne de Norvège, donc dans un environnement hostile, et vont tisser une fraternité au-delà de cette guerre civile européenne qui les voyait s'affronter. Donc c'est un film qui est d'une grande pudeur et surtout d'une grande vérité dans le cheminement qui va mener ses ennemis à, en fin de compte, faire d'abord front commun et surtout se découvrir des affinités, on pourrait dire ethnico-civilisationnelles. Donc un très très beau film qui m'a profondément ému, que l'on espère éditer en DVD très prochainement. Je pense que c'est horriblement téléchargeable. Voilà. Horriblement téléchargeable. Par tous les bons pirates de cette un film cette très bien filmé, très bien interprété et que je recommande chaudement à nos auditeurs. Into the Wild de Peter Ness. Ness, N-A-E-2-S. Non, pas comme Elliot. Non, mais finalement, donc le même titre finalement que le film de Sean Penn, c'est ça ?
Oui, Tu sais, ce jeune américain qui se disait qu'il allait pouvoir survivre. C'est Into the White, je ne suis pas sûr. Ouais, si. Ouais, si. Le même Ouais. titre. White, c'est la couleur. Ah, c'était White. White, D'accord, Into j'ai the compris White, dans le grand blanc. D'accord. C'est pas le grand bleu, c'est le grand blanc, voilà, Autant du pour grand moi. nord. Hein, voilà, Tout voilà. s'explique. Au-delà du cercle polaire. D'accord, Voilà. très bien. Donc très très beau film, Into the White de Peter Naes, N-A-E-2-S. Voilà. Très bien. En version originale sous-titrée. Et bien sur cette recension cinéma, nous terminons cette émission. Je remercie Jean-Yves Le Gallou d'être venu dans nos studios nous parler de son ouvrage qui sort aux éditions Via Romana, donc La tyrannie médiatique. Achetez-le, lisez-le, réinformez-vous, réarmez-vous. Et puis messieurs... Fréquentez aussi le site Polémia, Exactement. avec les différentes brochures qui sont soit disponibles à l'achat en version imprimée ou téléchargeables en PDF. Voilà. Chez RPGL, merci, à très bientôt. Cher Jean-Louis, même chose, à très bientôt. C'était le lieutenant Sturm à la barre de cette émission de Méridien Zéro. À la technique, Lord Tesla, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, à l'abordage et pas de quartier.